Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode du Seb Show dédié à la 30e saison d'Amazing Race, défi autour du monde. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, que vous voulez activer les notifications, que vous voulez m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou vous voulez laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo, donc faites-vous plaisir. Pour cet épisode-ci, j'avoue que j'avais pas grand matériel malgré qu'on a eu 2 épisodes. Principalement la raison pourquoi j'avais pas fait une vidéo pour chacun des épisodes. Premièrement, aux États-Unis, c'était un épisode double. Donc les 2 épisodes jouaient un en arrière de l'autre. C'était pas un épisode seul. Donc je voulais rester dans cette optique-là malgré que VTL les a divisés. Pour eux, c'était plus raisonnable là, par rapport à leur grille horaire. La deuxième des choses, j'avais pas tant de choses à vous dire. Quand je vous parlais un peu l'autre jour que le problème d'Amazing Race, c'est que c'est un show qui se déguste un peu plus visuellement, qu'on suit, qui est un peu comme un film d'action. Ça serait difficile de faire une critique d'une scène d'action dans un film. Ben, c'est un petit peu la même chose par rapport à Amazing Race. C'est une télé-réalité très rapide. C'est une télé-réalité que beaucoup de choses se passent, mais rien réellement que l'on peut analyser à fond. C'est toujours des petits événements, des petites choses. Chaque équipe rencontre le problème. Chaque équipe a ses petits moments, mais il n'y a rien qui devient gros au final ou rarement. On peut pas vraiment parler de stratégie non plus, mis à part dans quelques exceptions. Fait qu'il faut souvent développer sur le concept plus que sur ce qui est à l'intérieur de l'émission. Je vais quand même essayer de faire un petit récapitulatif des choses que j'ai pu noter. Je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que je vais avoir vous jaser pendant 15-20 minutes pareil, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce qu'on a vu beaucoup dans les 2 derniers épisodes d'Amazing Race, ça a été le souci du détail, ok? Le souci du détail est quelque chose de super important dans Amazing Race. Si vous voulez participer un jour à Amazing Race, que ce soit Amazing Race US, vous ne pouvez pas si vous n'avez pas la citoyenneté, je vous avertis d'avance, ou Amazing Race Canada, ça je pense que c'est accessible pour les Québécois. Le souci du détail est important dans toutes les compétitions. Autant de lire correctement les consignes, autant de bien faire la compétition. C'est souvent là qu'on trouve les plus grandes failles des équipes, ok? Les gens souvent prennent pas le temps de lire correctement ou ne prennent pas le temps de regarder correctement. Et on l'a vu, on l'a très bien vu, que ce soit dans la compétition de la catapulte, entre autres, la compétition de la peinture de Van Gogh à la fin de l'épisode du 2e épisode. C'est des petits détails qui font toute la différence. Donc, malgré que c'est une course, malgré qu'il faut se dépêcher, il faut prendre le temps d'évaluer. Il faut prendre le temps de regarder comme il faut, d'analyser. Et c'est difficile pour les équipes. C'est extrêmement difficile de prendre ce recul-là et de dire, OK, faut pas se stresser. On va faire ça correctement. Donc, des fois, il y a des compétitions que c'est vraiment une précision chirurgicale qu'il faut mettre en place, de bien réfléchir sur ces choses et des fois de gagner du temps grâce à ça. 5 minutes investies à prendre son temps à observer puis à lire correctement les consignes peut vous donner un avantage de 20-25 minutes facilement en bout de ligne. Malheureusement, puis c'est la même chose aussi sur les cartes, sur les déplacements, dans les voitures, des choses comme ça. Et c'est là que les équipes ont beaucoup de difficultés. C'est là que la majorité des équipes, du moins souvent au début du jeu, ont un problème. Okay? C'est là qu'ils échouent facilement. C'est dans les petits détails. Quand vous êtes à 13 équipes ou à 12 équipes, 11 équipes, il y a de la place. Il y a de la place à faire ce genre de petite erreur-là. Tu peux te dépêcher un peu plus. Tu peux dire, bon, ben regarde, normalement, ça devrait être correct. Peut-être que 7 fois sur 10, tu vas avoir raison. Mais plus les équipes deviennent limitées, moins il y en a dans le fond. Ça fait en sorte que ce temps de réflexion-là, ce temps de recul-là est important dans les compétitions, de bien réfléchir, mais les gens souvent se garochent, c'est une course, ils veulent finir le plus vite possible, c'est normal, mais c'est là qu'on voit les plus grands échecs des équipes. Donc,
ces deux épisodes-là ont eu quand même beaucoup d'éléments comme ça. On a vu plusieurs équipes avoir des problèmes, que ce soit sur la route, lire les consignes. On a vu l'équipe je pense que c'était les jumeaux. Ou c'était-tu les jumeaux? J'ai un blanc, mais la personne qui est allée chercher juste une moitié d'indices et non deux. Donc, c'est tous des éléments comme ça. Je pense pas que c'était les jumeaux. Faudrait que je vérifie. Quand il y a quelque chose que j'oublie, ça m'énerve. C'est la vieillesse, hein, je vous le dis. Bientôt, je vais prendre ma retraite. Mais sincèrement, c'est ça, c'est le côté souci du détail qu'il faut vraiment que les équipes regardent un peu plus. On a eu Cédric, Sean qui ont été éliminés, mais Cédric a dit quelque chose sur lequel je voulais revenir. Il nous disait dans le fond que ça faisait, dans le fond, depuis le tout début d'Amazing Race qu'il écoutait l'épisode et qu'il criait après sa TV, puis il disait « Mon Dieu, tu devrais faire ça de même, tu devrais faire ça de même. » Puis lui, il dit « Finalement, je me rends compte à quel point c'est difficile. » Et ça, c'est un élément que je vous dirais qui revient beaucoup, ok? Dans le sens que la majorité des gens regardent la télé-réalité puis ils trouvent ça simple. On regarde Survivor, on regarde Amazing Race, que ce soit Occupation Double, Love Story, et on se dit, mon Dieu, t'es donc ben épais de ci, de ça. Puis la réalité, c'est que nous, on est capable de porter ce jugement-là parce qu'on possède entièrement l'information. Okay? En tant que téléspectateur, on a la chance d'avoir tous les côtés de la médaille. On est capable de regarder vraiment tous les joueurs, qu'est-ce que les joueurs font dans le dos de chacun. Alors que quand tu es à l'intérieur, bien évidemment, la seule et unique chose que tu as, c'est ta vision. Le fait de supposer que les gens te trahiront peut-être pas. Peut-être que oui, mais que tu vas peut-être t'en apercevoir en temps. Que les autres équipes, la façon que les autres équipes dans Amazing Race ou dans les autres télé-réalités, les autres joueurs performent comparé à toi, les petits détails, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et moi, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que la vision de l'intérieur, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que souvent tu perds la vision d'ensemble, je pourrais dire. Tu ne vois pas nécessairement... Je vais vous prendre le meilleur exemple. Okay? Un exemple qui est bien niaiseux, mais pour vous décortiquer un peu l'idée que j'en ai. La première semaine de Love Story, La Revanche, j'avais la sensation que mon plan était à toute épreuve, que je pouvais faire en sorte que Mathieu Casse reste dans Love Story. J'avais parlé aux gens, j'avais spoté exactement les personnes que je savais qui pouvaient voter avec nous autres. Je savais qui pouvait être légèrement indécis, mais évidemment, je ne vais pas aller parler à ceux que je sais qui ne voudront pas voter de mon bord. Je peux aller voir Mathieu Baron, je peux aller voir Delphine, entre autres. Parce que je savais très bien qu'en lui disant comment que je voyais le jeu, ben je dévoilais mon plan à des potentiels ennemis qui pourraient retourner le plan contre moi. Moi, dans ma tête, c'était logique. Et donc, quand je suis arrivé au premier vote, j'étais pas mal sûr qu'on avait le vote. Dans le pire des cas, je me disais, il y a une égalité, mais les deux personnes que je considérais neutres allaient probablement voter avec nous autres s'il y avait un deuxième vote, entre autres. Il y avait des chances aussi que ces deux personnes-là votent de notre bord, sans que je le sache. Donc, de ce côté-là, je pense que c'était Dominique Hugues, entre autres. Je savais qu'il y avait un potentiel que leur vote reste de notre côté. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Moi, ma vision d'ensemble, c'est les gens avec qui j'ai jasé, Mathieu Casse avec qui j'avais jasé. Tous les éléments que moi je contrôlais, je les avais contrôlés. L'élément que j'avais pas contrôlé là-dedans, c'était Mathieu Casse. Mathieu Casse, moi je lui ai dit, fais-toi-en pas, on a le vote, casse-toi pas la tête, on a le vote. La paranoïa de Mathieu Casse a fait en sorte que sans me le dire, il est allé voir nos ennemis. Il est allé voir ceux qui pouvaient potentiellement voter contre lui. Il est allé voir Mathieu Baron. Il est allé voir David. Il est allé voir... il est allé voir différentes personnes de l'autre bord. Et là, en allant les voir, là, ils ont commencé à spinner le petit hamster de faire comme... il y a un plan pour regarder de l'autre bord. Et ils se sont tous réunis pour voter d'un bloc. Ce qui n'aurait pas été le cas
avant le fait que Mathieu Casse aille les voir. Puis Mathieu Casse est allé les voir, je pense, la veille du vote. Mais il me l'a pas dit. Parce que lui, dans sa tête, c'était peut-être potentiellement moi qui jouais contre lui. Ça, c'était une information que je ne possédais pas. C'était une information que de ma vision, de ce que je contrôlais sur le jeu, ou du moins ce que j'avais l'impression de contrôler, c'était un élément qui me manquait. Et finalement, ça s'est retourné contre moi. Ça s'est retourné contre notre alliance parce que Mathieu Casse s'est fait éliminer. Au fond, en essayant de se sécuriser davantage, Mathieu Casse a provoqué sa propre élimination. Bon, fait que c'est ironique, mais c'est ça. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, quand on est derrière la télé, on critique beaucoup, puis c'est pour ça que j'essaie toujours de prendre un recul. Il y a certaines choses que je critique plus, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi t'as pas parlé de telle chose? Parce que je me dis, des fois, il y a certains joueurs qui ne peuvent pas savoir. Il faut toujours se mettre dans la peau du joueur ou de l'équipe, dans le cas d'Amazing Race, et de se dire, est-ce que le joueur pouvait contrer une certaine situation ou pouvait préméditer ce qui pouvait s'en venir. Et dans ce cas-ci, Amazing Race, entre équipes, il n'y a pas tant de préméditation à avoir. Il n'y a pas une analyse poussée. Par contre, une des choses que Amazing Race fait, qu'à mon sens, je ne sais pas si je trouve ça injuste ou juste parce que c'est égal envers tout le monde, c'est que parfois il y a certaines activités que tu ne sais pas c'est quoi que tu vas affronter. Exemple, l'exemple qui me frappe dans les 2 derniers épisodes, c'était Cédric qui est allé avec le petit bateau pour aller chercher les indices. Il savait pas que c'était un petit bateau. Il était trop grand, il était trop costaud pour le bateau. Il a eu beaucoup de misère à manœuvrer le bateau à cause du fait qu'il était vraiment là. Et ça, je trouve ça désavantageux parce que dans le fond, probablement qu'avoir su cet élément-là, c'est peut-être Sean qui serait allé. Est-ce que Sean aurait mieux réussi? C'est dur à dire. Mais potentiellement, il y aurait eu des chances de. Et une chance que c'était comme la première compétition, donc logiquement, l'équipe pouvait se reprendre par la suite, mais ils ont accumulé un retard déjà qu'il y avait un speed bump. Ils ont accumulé un retard supplémentaire qui a fait en sorte qu'arrivé à la pétanque à la fin, ben, il y avait juste une chance de s'en sortir, pas deux. Fait que, d'un côté, je trouve ça injuste. De l'autre, dans le cas de Sean et Cédric, la logique a été respectée. Ils avaient fini dernier. Ils auraient dû être éliminés l'épisode d'avant. Ils ont été éliminés. Fait que pour moi, c'est comme, ouais, ok, c'est juste. Au moins, c'est comme, cette non-élimination-là n'a pas eu de conséquences réelles sur le jeu en soi. Je me souviens pas les autres équipes dans la saison qui ne seront pas éliminées. Je pense que ça arrive juste une autre fois. Ou 2 fois. Mais bref, de toute façon, on va l'analyser quand ça va être rendu là. Fait que, mais c'est ça. Donc, dans Amazing Race, c'est beaucoup les compétitions que les joueurs ne savent pas à l'avance. Donc, des fois, on considère qu'ils prennent des choix un peu épais. Mais c'est un choix qu'ils ne connaissent pas. Et eux se fient seulement au fait que de l'indice qui est donné. Parfois, surtout quand il y a juste un joueur qui peut faire l'activité. Donc, juste se fier avec un indice pour choisir quel joueur va y aller, ben, des fois, ça peut être traître d'une certaine façon. Et ça, on le voit un peu dans les compétitions. Donc, un mauvais choix de compétiteur. La taille de Cédric, mais il y a eu des activités aussi, des gens qui ont été choisis, puis finalement, ils ont peur des hauteurs. Puis finalement, c'est une activité en hauteur. Tu as eu des activités plus physiques, puis c'était la personne la plus faible qui l'avait pris. C'est plate, mais d'un autre côté, comme je dis, c'est juste par rapport au fait que toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité là-dessus. Sauf que le problème rendu là, par rapport à Amazing Race, c'est que je considère qu'il y a un élément chance qui embarque là-dedans. Parce que tu peux avoir une équipe qui a les mêmes informations que toi, mais son guess est meilleur que le tien. Donc, c'est un 50-50. Et ça, j'aime pas ça dans un jeu comme ça. J'aime pas que le côté aléatoire rentre en ligne de compte. Je comprends qu'il peut arriver un élément aléatoire, comme on disait dans un épisode précédent, que prendre un chauffeur de taxi qui ne sait pas pantoute où ce que tu t'en vas, où ce que tu veux aller, tu rates ton avion, il y a un avion qui est décalé,
mais au moins c'est des éléments extérieurs qui sont pas provoqués par le jeu, mais vraiment par un environnement qui fait ça. Tandis que les indices, je trouve que là, c'est le jeu qui rentre en ligne de compte, et là, il y a un élément chance qui me plaît pas, qui me plaît pas tant par rapport à Amazing Race. Bon, ensuite de ça, on a vu un peu... j'aime toujours garder un petit peu l'analyse du temps. On l'a vu dans le premier segment, on l'a vu un peu aussi dans le deuxième segment. Dans le premier segment, dans le premier épisode des deux, il y a le temps qui séparait la première de la dernière équipe, c'était à peu près 1h10, 1h20. Dans le deuxième cas, c'était à peu près 2h, 2h30 de différence. Donc, souvent, on parlait de comment que les équipes étaient rassemblées ensemble, du temps que ça pouvait prendre entre la première équipe à arriver puis les équipes subséquentes et la dernière équipe à franchir la ligne. Et ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que justement, on a cette impression-là par rapport à la façon que le show est monté, que les équipes sont beaucoup plus rapprochées que des fois ils le sont en réalité. Et où il y a des équipes des fois qui sont très dominantes, qui sont bien en avant des autres, mais dans l'émission, on dirait que c'est très proche, puis qu'il y a un thrill à savoir qui va rentrer en premier, mais c'est créé par rapport à la façon que le show est monté. Moi, ça me dérange pas tant. Il y a eu des occasions où les dernières équipes avaient comme aucune chance de rattraper. Je pense plus aux premières saisons. Les dernières saisons, ils essayent toujours de rassembler les équipes le plus possible. Les premières saisons, des fois, il y avait vraiment des gros gaps, mais on essayait de nous les vendre comme s'il n'y en avait pas ou presque pas. Mais on voyait par rapport même à la position du soleil que ça avait pas de bon sens, on pourrait dire. Fait que c'est un élément que ça me dérange pas tant. Je sais que ça dérange un peu d'autres personnes. En fait, moi, ce qui me dérange toujours, c'est le rassemblement des équipes. Je pense que si une équipe est vraiment dominante et est vraiment en avant du paquet, elle devrait logiquement se rendre à la finale. Malheureusement, ils sont toujours rassemblés ensemble pour les garder le plus possible ensemble pour que justement ça crée un show de TV. Encore là, ça c'est un élément qui me déplaît, mais que je me dis, ouais, je peux pas vraiment le critiquer. C'est un élément qui fait partie de la game, que je comprends qu'ils veulent que ça soit excitant. Ils veulent pas qu'il y ait une équipe qui... moi, je me rappelle de l'équipe de... je pense que c'était dans la saison 6 de Colin and Christie. D'ailleurs, je pense qu'ils vont être dans la saison 31. Là. C'était la grosse rumeur que Colin and Christie revenaient. Et ils étaient ultra dominants. C'était comme... ça avait même pas de commune mesure. Et ils ont perdu. Ils ont fini deuxième. Pourquoi? Parce que justement, les équipes étaient toujours rassemblées et il y a eu un vol qui a été retardé. Donc, ça a été le fun à l'époque parce que ça a été Chip and Kim qui avait gagné sur Colin and Christie. Chip and Kim était adoré du public. Colin and Christie était détesté par le public. Mais de façon fair, Colin and Christie avait dominé toute la saison de A à Z. Même si on les haïssait, c'était ça. fait que c'est ces éléments-là que je suis comme... Ouais, c'est comme... Le meilleur joueur n'a pas gagné dans cette saison-là. Le joueur le plus apprécié, le couple le plus apprécié a gagné, mais pas les joueurs les plus forts de la gang. C'est plate un peu, mais bon. Comme je dis, je comprends le principe du jeu d'Amazing Race. Je voulais parler un peu rapidement parce que là, je critique quand même beaucoup. Ce que j'aime beaucoup par rapport à Amazing Race, par rapport à ce qu'on a vu justement dans ces deux épisodes-là, c'est la diversité des activités, des compétitions. Ce qui donne à toutes les équipes une chance de, on pourrait dire, shiner, d'avoir l'air meilleur ou d'être meilleur dans certains aspects, dans certaines compétitions plus que d'autres. Et en plus, le fait d'arriver puis de donner le choix aux équipes de choisir les compétitions, dans le fond, tu choisis ton destin d'une certaine façon. Mais est-ce que les compétitions ont été vraiment jugées d'une façon égale, de dire c'est à peu près tant de temps que ça peut durer cette compétition-là versus telle autre qui peut durer tant de temps? Je ne sais pas comment que l'émission juge ça. Parce que je vais prendre un exemple de la peinture de Van Gogh à la fin du deuxième épisode. Sincèrement, c'est quelque chose qui peut peut-être se faire en 2 minutes. Hey, si t'es loqueux un peu,
et que tu réfléchis comme du monde, en 2-3 minutes, là, c'est fait. Versus les autres qui sont par rapport au taureau dans l'arène, même avec la loc, tu peux pas faire ça en 2 minutes, il faut que tu cours partout dans l'arène pour essayer de trouver les petits drapeaux. Puis même si tu pognes le bon drapeau à chaque fois, il faut quand même que tu cours à plusieurs étages. Donc, ça doit prendre au moins une dizaine de minutes facilement si tu es chanceux. Fait que, je sais pas comment, quand ils font des compétitions, de dire tu vas à une place ou tu vas à une autre, je sais pas comment qu'ils les minutent. Moi, ça a toujours été une de mes questions fondamentales de dire, dans Amazing Race, c'est quoi qui fait en sorte qu'ils décident une compétition peut être plus courte versus une qui peut être plus longue. Est-ce que la compétition de Van Gogh était plus en dehors de la ville, donc là, ils considéraient le transport qui était un peu plus long pour compenser avec la compétition des taureaux? J'en ai aucune idée. Mais j'ai des fois l'impression qu'il y a des compétitions qui sont vraiment beaucoup plus faciles ou beaucoup plus rapides. Facile, c'est une chose, mais rapide que d'autres. Je ne sais pas comment ils décident ça. Ça a toujours été un questionnement. J'avais regardé des fois sur le net pour savoir, y a-tu un barème? Ils font-tu des grilles de temps? Comment je pourrais dire ça, non? D'arriver, exemple, de choisir un groupe de 10 personnes qui font les activités puis qui disent, bon, ben, cette activité-là prend peut-être 5 minutes, cette activité-là en prend 7 en moyenne, puis ils se font une moyenne, un genre de tableau de moyenne, puis dire, OK, bon, ben, ces deux activités-là peuvent fitter ensemble. Je trouve que ça serait l'aspect plus logique, mais je sais pas si c'est ce qu'ils font. Fait que, bref, je pense que ça fait un peu le tour. Il n'y a pas tant d'éléments Amazing Race, comme je vous disais un peu plus tôt, mais je tiens quand même à vous tenir un peu plus au courant. On a un autre épisode double aux États-Unis, donc probablement qui va être divisé ici à VTélé aussi. On va peut-être faire la même chose que cette fois-ci, c'est-à-dire prendre 2 épisodes et en faire juste un. Je sais pas le type de matériel qui va être donné dans les prochaines semaines, mais ça va peut-être vous faire des petites vidéos courtes, très courts, peut-être parler de l'équipe éliminée ou autre. J'en ai aucune idée rendue là. Dernier événement, c'est vrai, on a eu le mariage, ben pas le mariage, mais la demande en mariage de Lucas et Brittany. Brittany? Ou Brittany, je pense que c'est Brittany. Lucas et Brittany. Donc, ça a été cute, ça a été un beau petit moment pareil. C'est comme, oh, ils vivent le moment. Ça rajoute un petit quelque chose, genre sentimental dans la course, je suppose. Ça a été un beau petit moment. Parce que des fois, par exemple, je trouvais ça awkward de voir toutes les autres équipes arriver en même temps. Puis que là, il brettait pour faire sa demande parce qu'il voulait pas être interrompu. Puis là, Phil qui interrompait parce qu'une équipe s'en... Je trouvais ça comme bizarre. Tu sais, ben, bizarre. Pas bizarre, mais plate pour lui. Tu sais, c'est une demande comme faite... dans le heat du moment, là, dans l'intensité du moment. Mais bon, ça a été un petit moment cute. Fait que bref, pas plus long que ça. Je vais vous laisser là-dessus. Les autres épisodes des autres télé-réalités s'en viennent. Donc en fin de semaine, vous allez avoir XOXO, vous allez avoir Occupation Double. J'ai aussi Survivor. Fait que je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous autres. Passez une excellente journée. Puis on se retrouve au prochain épisode. Bye bye.